Le 10 juin 1944, à 6h47 précise, Marie Beaumont pétrissait la pâte dans sa cuisine de pierre. Ses mains, durcies par 28 années de vie paysanne, pressaient la farine et l'eau avec le rythme que sa mère lui avait enseigné. Dehors, le village de Saint-Aubin-sur-Mer dormait encore, ses toits d'ardoise gris perle sous la brume matinale. L'odeur de la levure montait dans les bols de céramique. C'était un matin ordinaire. Elle ne savait pas que ce serait le dernier pain qu'elle ferait jamais cuire. À 8 kilomètres au large, le capitaine Laurent Devreau se tenait sur le pont du croiseur Émile Bertin, les jumelles pressées contre ses yeux fatigués. 35 ans, la mâchoire carrée marquée par le sel et le vent, il scrutait la côte normande dans la lumière grise de l'aube. Ses ordres étaient clairs. Bombarder les positions allemandes retranchées dans les falaises. Les renseignements parlaient de bunkers, de canons, de soldats. Personne ne parlait de civils. Personne ne mentionnait que certains villages n'avaient pas été évacués. Il abaissa les jumelles. Les vagues claquaient contre la coque avec un son métallique et régulier. Un mousse passa près de lui, portant du café chaud dans une gamelle. Laurent refusa d'un geste. Son estomac était noué. Il avait déjà donné cet ordre 3 fois depuis le débarquement. Chaque fois, il pensait à sa fille, Élise, 7 ans, cachée chez sa sœur à Paris. Chaque fois, il espérait que quelqu'un, quelque part, protégeait les enfants des autres. Marie sortit de sa maison, un panier sous le bras. Le ciel commençait à pâlir vers l'est. Les premières lueurs du jour touchaient le clocher de l'église. Sa pierre blanche devenant dorée, elle marcha vers le puits communal, ses sabots résonnant sur les pavés. Madame Duclos, la voisine, ouvrit ses volets. Elles échangèrent un signe de tête. Tout était normal. Tout était comme hier. Puis au loin, un grondement sourd monta de la mer. Marie leva les yeux. Laurent donna l'ordre. Et le monde bascula dans les flammes. Le premier obus frappa le clocher à 7h03. La pierre explosa en fragments blancs qui retombèrent comme une pluie de grêle mortelle. Marie se jeta à terre. Le panier renversé, le pain roulant dans la poussière. Le son était si fort qu'elle n'entendit plus rien pendant plusieurs secondes, seulement un sifflement aigu qui perçait ses tympans. Fumée, feu, hurlements. Elle rampa vers le mur le plus proche. Un deuxième obus siffla au-dessus d'elle et détruisit la maison de Madame Duclos. Le toit s'effondra dans une gerbe d'étincelles et de tuiles brisées. Marie hurla le nom de sa voisine, mais aucune réponse ne vint. Seulement le crépitement des flammes et le sifflement incessant des projectiles qui pleuvèrent du ciel. Elle courut. Ses jambes la portaient sans qu'elle sache où aller. La rue principale était jonchée de débris. Un soulier d'enfant gisait dans la rue, encore lacé. Elle ne s'arrêta pas. Ne pouvait pas s'arrêter. Ses poumons brûlaient. L'air goûtait le bois brûlé et quelque chose de pire, quelque chose qu'elle ne voulait pas nommer. Au large, Laurent agrippait le bastingage, les jointures blanches. Les canons de son navire crachaient le feu en cadence régulière. Il avait calculé les trajectoires, vérifié les coordonnées 3 fois. Mais maintenant, à travers les jumelles, il voyait quelque chose qui glaçait son sang. De la fumée s'élevait non pas des bunkers allemands, mais du village lui-même. Des silhouettes couraient dans les rues, petites, civiles. « Cessez le feu !» cria-t-il, mais la mer avalait sa voix. Les canons tonnèrent encore une fois, avant que l'ordre n'atteigne les artilleurs. Un dernier obus traça son arc mortel vers la côte. Laurent se retourna vers son second, préparer une chaloupe. « J'y vais. »« Mon capitaine, c'est de la folie. » C'est un ordre. Il descendit dans sa cabine, arracha sa veste d'uniforme ornée de galons, enfila une vareuse simple. Ses mains tremblaient. Ses mains, entraînées à tenir des cordes et des roues, à pointer des canons et à écrire des rapports, tremblaient comme celles d'un enfant. Marie atteignit les ruines de l'église. La moitié du bâtiment s'était effondrée. Elle se glissa par une brèche dans le mur, cherchant un abri. L'intérieur était plongé dans une obscurité striée de lumière poussiéreuse. Des poutres brisées pendaient du plafond. Elle entendit un gémissement quelque part dans les décombres. « Il y a quelqu'un », appela-t-elle. Silence. Puis le craquement sinistre du bois qui cédait, et dans ce silence brisé, elle entendit des pas, lourds, mesurés, venant vers elle. L'homme apparut dans la lumière grise filtrant par le toit effondré. Grand, large d'épaules, le visage noirci par la suie. Marie recula instinctivement, cherchant une arme, n'importe quoi. Puis elle vit ses mains. Elles saignaient, brûlées, les paumes à vif. Et il chancela et s'appuya contre un pilier de pierre. « N'ayez pas peur !» dit-il en français, la voix rauque. « Je ne vous ferai pas de mal. » Elle remarqua alors sa vareuse. Marine, pas allemande, française ou alliée.
Elle ne savait plus qui bombardait qui ces derniers jours. Tout n'était que chaos depuis le débarquement. « Vous êtes blessé », ajouta-t-il en désignant sa tempe. Marie porta la main à son front. Ses doigts revinrent rouges. Elle ne l'avait même pas senti. Il fouilla dans sa poche et en sortit une gourde. « tenez !» Elle hésita. Puis la soif l'emporta. Elle saisit la gourde et but. L'eau était tiède, salée, mais c'était de l'eau. Elle lui rendit le récipient. « Merci. » Laurent hocha la tête. Il s'assit lourdement sur un bloc de pierre, grimaçant. « Le reste de l'église va s'effondrer. Il faut sortir. »« L'entrée est bloquée, » répondit Marie en désignant l'amas de poutres et de pierres qui obstruait la porte principale. Il se leva péniblement et examina les débris. Elle avait raison. Des tonnes de gravats. Il y a une autre issue? La sacristie, peut-être. Elle le guida dans l'obscurité, enjambant les bancs renversés. La porte de la sacristie était tordue sur ses gonds, mais elle céda sous leur poids combiné. De l'autre côté, un nouveau mur de décombres. Ils étaient piégés. Laurent se tourna vers elle. Dans la pénombre, elle distinguait à peine son visage, mais elle voyait ses yeux. Fatigué, hanté. « Je suis désolé, » dit-il doucement. « Pourquoi ?»« Pour tout ceci. » Marie s'assit contre le mur, les jambes tremblantes. L'adrénaline commençait à retomber, laissant place à l'épuisement et à la peur. « Ce n'est pas vous qui avez déclenché cette guerre. »« Non, mais j'ai peut-être déclenché ces obus. » Le silence tomba entre eux, lourd comme les pierres qui les entouraient. Au dehors, des voix criaient en allemand. Des soldats ratissèrent les ruines, cherchant des survivants. Ou pire, Marie et Laurent échangèrent un regard. Sans un mot, ils se rapprochèrent du mur du fond, se faisant aussi petits que possible dans l'ombre. Si les Allemands les trouvaient ensemble, un officier français et une villageoise, les conséquences seraient terribles pour tous les deux. Ils attendirent, dans le noir. Le souffle court, épaule contre épaule. Les heures passèrent avec une lenteur insupportable. Les bruits de bottes s'éloignèrent, puis revinrent, puis s'éloignèrent encore. Laurent et Marie restèrent immobiles, n'osant même pas chuchoter. Ce n'est que lorsque le silence s'installa vraiment, pesant et complet, qu'ils se permirent de bouger. « Ils sont partis », murmura Marie, pour l'instant. Laurent tâtonna dans l'obscurité et trouva une poutre partiellement dégagée. Si nous travaillons ensemble, nous pouvons peut-être créer une ouverture. Ils se mirent à l'ouvrage. Ses mains brûlées rendaient chaque mouvement douloureux, mais il ne se plaignait pas. Marie, habituée au travail des champs, portait les pierres plus petites pendant qu'ils poussaient les poutres. Leur respiration se mêlait dans l'air confiné. « Vous avez de la famille ?» demanda-t-elle soudain. Laurent marqua une pause. « Une fille, Élise, elle a 7 ans. »« Où est-elle ?»« À Paris, chez ma sœur. » « En sécurité, j'espère. » Il repoussa une poutre qui grinça mais ne bougea pas. « Et vous ?» Marie s'arrêta. « Un mari, pris par les Allemands il y a 6 mois. Envoyé travailler en Allemagne. Je ne sais pas s'il est vivant. » Sa voix se brisa légèrement. « Mes enfants sont à la campagne, chez mes beaux-parents. Loin de la côte. »« Combien ?»« 2. Un garçon de 9 ans, une fille de 5 ans. » Laurent hocha la tête dans l'obscurité. « Alors nous avons tous les deux une raison de sortir d'ici. » Ils continuèrent à travailler, pierre après pierre, poutre après poutre. Les minutes devinrent des heures. La sueur coulait dans leurs yeux. Leurs mains saignaient. « Pourquoi êtes-vous venus à terre ?» demanda Marie. « Vous étiez en sécurité sur votre navire. » Laurent s'arrêta. La question planait entre eux comme de la fumée, parce que j'ai vu ce que nos canons avaient fait. J'ai vu la fumée s'élever du village. Pas des bunkers. J'ai vu des gens courir. Il prit une longue inspiration. Je devais savoir. Je devais... Vous racheter. Peut-être. Il rit amèrement. Je ne sais pas. Je ne sais plus rien. Marie s'assit épuisée. Mes enfants me demandent pourquoi les adultes se font la guerre. Je ne sais pas quoi leur répondre. Comment expliquer que des hommes bons donnent des ordres qui tuent d'autres hommes bons? Nous ne sommes pas bons, dit Laurent doucement. Nous sommes juste des hommes. Un rayon de lumière perça soudain l'obscurité. Laurent s'approcha rapidement. Ils avaient créé une brèche, étroite mais visible. De l'air frais s'engouffra, portant l'odeur de la mer et du feu. « On y est presque », souffla-t-il. Marie le rejoignit. Ensemble, ils poussèrent une dernière poutre. La brèche s'élargit. Assez pour passer, assez pour voir le ciel. Mais avant qu'ils ne puissent bouger,
Des voix s'élevèrent à nouveau. Allemandes. Toutes proches. Marie reconnut la voix du Hauptmann Müller, l'officier qui commandait la garnison locale. Elle l'avait vu des dizaines de fois au village, réquisitionnant de la nourriture, distribuant des ordres. Il n'était pas cruel, mais il suivait ses ordres avec une précision glaciale. Durchsuchen Sie jeux de ruines. Alle Überlebenden müssen registriert werden. Fouillez chaque ruine. Enregistrez tous les survivants. Laurent comprit aussi. Il se tourna vers Marie, les yeux écarquillés. S'ils étaient trouvés ensemble, elle serait accusée de collaboration ou pire. Lui serait exécuté comme espion. Il se leva et se dirigea vers la brèche qu'ils venèrent de créer. « Je vais me rendre. Vous restez cachés. » Quand ils seront partis, Marie saisit son bras. « Non. Tous, ils vous tueront si... Ils nous tueront tous les deux s'ils vous trouvent. » Elle le tira vers le fond de la sacristie, là où l'ombre était la plus épaisse. « Restez silencieux. » Les bottes résonnèrent sur les pavés à l'extérieur. Les soldats entrèrent dans les ruines de l'église, lampe torche balayant les décombres. Marie et Laurent se serrèrent l'un contre l'autre, immobiles comme des statues. Un soldat s'approcha de la porte de la sacristie. Il tenta de l'ouvrir, mais les débris la maintenaient coincée. Il dit quelque chose à ses camarades. Un autre soldat rit. Ils supposèrent que personne ne pouvait être là-dedans. Mais Müller n'était pas convaincu. « Sprengen Sie die Tür auf. » Faire sauter la porte. Laurent sentit Marie se raidir à ses côtés. Ils allaient utiliser des explosifs. La sacristie s'effondrerait sur eux. C'était fini. Il ouvrit la bouche pour crier, pour se rendre, pour la sauver au moins. Mais Marie posa sa main sur ses lèvres, fermement. Ses yeux brillaient dans l'obscurité, pleins de quelque chose qu'il ne comprenait pas. De la peur, oui, mais aussi de la détermination. Elle secoua la tête. Non. Laurent voulut protester, mais elle maintenait sa main en place. Il sentait son souffle chaud contre sa paume. Son cœur battait si fort qu'il était certain que les Allemands allaient l'entendre. Puis une voix s'éleva de l'extérieur. Un autre officier. « Hauptmann, wir haben Überlebende im Nachbardorf gefunden. Sie brauchen sofortige medizinische Hilfe. Des survivants dans le village voisin. Besoin d'aide médicale immédiate. » Müller hésita. Laurent entendit le conflit dans sa voix. « Gott, lassen Sie diese Ruine, wir kommen später zurück. » Ils laisseraient cette ruine. Ils reviendraient plus tard. Les bottes s'éloignèrent. Les voix s'estompèrent. Le silence revint. Marie retira lentement sa main. Laurent respirait comme s'il venait de courir un marathon. « Pourquoi ?» murmura-t-il. « Vous auriez pu être sauvé. »« Sauvé ?» Elle rit doucement, sans joie. « Pour être emmené où ?»« Dans un camp, pour être interrogée sur ce que je faisais dans cette église. » Elle secoua la tête. « Non. Et puis quoi ? Vous avez une fille qui a besoin de son père. » Le silence qui suivit était absolu. Laurent la regarda. Cette femme qu'il ne connaissait pas il y a quelques heures, qui venait de risquer sa vie pour la sienne. Pas par amour, pas par patriotisme, mais par quelque chose de plus simple et de plus profond, par humanité pure. « Merci », dit-il enfin. Elle ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Ils attendirent encore 1 heure, puis 2. Lorsqu'ils furent certains que les soldats ne reviendraient pas immédiatement, ils se glissèrent par la brèche qu'ils avaient créée. La lumière du jour les aveugla momentanément. Le village n'existait plus. Marie s'arrêta net, la main pressée contre sa bouche. Là où se dressaient des maisons, il ne restait que des squelettes calcinés. L'église dont ils venaient de sortir était méconnaissable. Le clocher qui avait marqué le ciel de Saint-Aubin pendant 3 siècles n'était plus qu'un moignon de pierre noircie. Des corps gisaient dans les rues. Elle détourna les yeux. Laurent posa une main sur son épaule. « Je suis désolé. Arrêtez de vous excuser. » Sa voix était dure, mais pas cruelle, juste épuisée. « Ceci, c'est la guerre. »« Pas vous !» Il acquiesça, mais le poids sur sa poitrine ne s'allégeait pas. « Je dois retourner à mon navire, » dit-il doucement. « Si je ne reviens pas, je serai considéré comme déserteur. » Marie regarda vers la mer. Au loin, elle distinguait les silhouettes grises des navires alliés. « Et moi, je dois chercher les survivants. »« Voir qui ?» Elle ne termina pas sa phrase. Ils se tenaient face à face, 2 étrangers que le hasard et l'horreur avaient liés pour quelques heures. Laurent retira sa vareuse. « Prenez-la. Il fera froid cette nuit. »« Non, s'il vous plaît. »« Non. » Elle le regarda droit dans les yeux. « Gardez vos habits, votre nourriture, vos excuses. Je ne veux qu'une chose. »« Quoi ?»« Taustimbashi. Avisinpassimustabris. Souvenez-vous de nous. » Sa voix tremblait. « Souvenez-vous de ce que cela coûte. Pas seulement à nous ici, mais à tous. Partout. » Elle désigna les ruines. « Quand vous commanderez à nouveau vos canons,
quand vous pointerez vos fusils, souvenez-vous qu'il y a toujours quelqu'un comme moi de l'autre côté. Quelqu'un qui pétrit du pain le matin. Quelqu'un qui attend que ses enfants rentrent. » Laurent hocha la tête, incapable de parler. Marie tendit la main. Il la saisit. Ce n'était pas romantique, ce n'était pas passionné. C'était simplement deux êtres humains se reconnaissant dans l'obscurité. Puis elle lâcha sa main et se tourna vers les ruines. Il marcha vers le port 10 pas, 20, 50, aucun. Deux ne se retourna. Le ciel s'assombrit. La pluie commença à tomber, fine et froide, lavant le sang des pavés et la suie des murs. Laurent atteignit la plage où sa chaloupe l'attendait. Les marins sautèrent en le voyant, l'aidant à monter à bord. « Mon capitaine, nous pensions. Ramenez-moi au navire. » Dans le village, Marie s'agenouilla près du corps de Madame Duclos. Elle ferma doucement les yeux de sa voisine et récita une prière silencieuse. Puis elle se releva et continua sa recherche. La pluie tombait plus fort maintenant, noyant les flammes qui brûlaient encore dans certaines maisons. Elle leva les yeux vers le ciel gris. Quelque part, au-delà des nuages, au-delà de cette guerre insensée, elle voulait croire que quelque chose de bon subsistait. Elle pensa à l'officier de marine, à ses mains brûlées, à ses yeux hantés. Elle ne le reverrait jamais. Elle le savait. Mais pendant quelques heures, dans les décombres d'une église, ils avaient partagé quelque chose que la guerre ne pourrait jamais détruire. L'humanité. Fragile, têtue, inextinguible. 23 ans plus tard, en 1967, Laurent Devreau se tenait debout dans son salon parisien, les mains tremblantes tenant une lettre. Il avait pris sa retraite de la Marine nationale 5 ans auparavant avec le grade d'amiral. Ses cheveux avaient blanchi. Son corps portait les cicatrices de dizaines de batailles. Mais rien ne l'avait marqué autant que ce jour de juin 1944. Papa, Élise, maintenant une jeune femme de 30 ans, entra dans la pièce. « Tu vas bien ?» Il leva les yeux. « Je viens de recevoir une lettre. »« De Normandie. »« De qui ?»« D'une femme que j'ai rencontrée pendant la guerre. » Élise s'assit intriguée. Son père parlait rarement de la guerre, sauf en termes vagues et officiels. Mais parfois, tard dans la nuit, elle l'avait entendu murmurer dans son sommeil. Des noms, des excuses, des prières. Laurent lut la lettre à voix haute. Elle venait d'un petit village de Normandie, Saint-Aubin-sur-Mer. L'auteur était le fils de Marie Beaumont, expliquant que sa mère était décédée le mois précédent. Dans ces derniers jours, elle avait parlé d'un officier de marine qui lui avait sauvé la vie dans les ruines d'une église. Elle voulait qu'il sache qu'elle ne l'avait jamais oublié, qu'elle avait reconstruit sa vie, élevé ses enfants, vu son village renaître de ses cendres, qu'elle lui pardonnait. Laurent plia la lettre lentement. « Je n'ai jamais su son nom complet, » murmura-t-il. « Seulement Marie. »« Raconte-moi, » dit Élise doucement, et il raconta. Pour la première fois, il parla de ce jour en enfer. Des obus qui avaient détruit un village innocent. De la femme qui avait refusé d'être secourue parce que cela l'aurait condamnée. Du choix qu'elle avait fait, non par amour mais par la conviction que chaque vie valait la peine d'être préservée. Quand il termina, Élise avait les larmes aux yeux. « Elle t'a sauvé ?»« Non. » Laurent secoua la tête. « Elle m'a rappelé ce que signifiait être humain. » « C'est différent. » Quelques semaines plus tard, Laurent prit le train pour la Normandie. Il se tint sur le site de l'ancienne église, maintenant reconstruite. La pierre était nouvelle, blanche et propre, mais sur la pierre angulaire, une plaque de bronze portait les noms des morts du 10 juin 1944. Il trouva le nom de Madame Duclos, et tant d'autres. Le fils de Marie vint le rencontrer. Ils se serrèrent la main devant la tombe de Marie, dans le petit cimetière du village. Elle parlait souvent de ce jour, et dit le fils. Pas avec tristesse, mais avec... Il chercha ses mots, avec gratitude, parce que cela lui avait montré que même en enfer, l'humanité survivait. Laurent hocha la tête, incapable de parler. Cette nuit-là, dans sa chambre d'hôtel, il écrivit une lettre à Élise. « Il y a des jours qui pèsent plus lourd que d'autres, » écrivit-il. « Des jours qui ne se mesuraient pas en heures, mais en leçons. Le 10 juin 1944 fut un jour en enfer. Mais c'était aussi un jour de grâce, parce qu'une femme m'a montré que le choix existait toujours, même dans les ruines, même dans la peur. Nous pouvons toujours choisir d'être humains. Qu'est-ce qui fait un héros en enfer? Ce n'est pas l'uniforme, ce n'est pas le grade, ce n'est pas même le courage. Du moins pas le courage tel qu'on le représente dans les films et les livres. Un héros en enfer, c'est quelqu'un qui choisit l'humanité quand tout pousse à l'oublier.
Marie Beaumont n'était pas une résistante. Elle n'a pas fait sauter de pont, ni transmis de secrets. Elle a simplement choisi de protéger un étranger au risque de sa propre vie, parce qu'il avait une fille qui avait besoin de son père. Laurent Devreau n'était pas un traître. Il n'a pas déserté son poste, ni refusé ses ordres. Il a simplement choisi de voir ce que ses canons avaient fait, de porter le poids de ses actions, plutôt que de rester à distance confortable. Leur rencontre dans les décombres d'une église normande dura moins de 12 heures. Mais ces 12 heures contenaient une vérité que toute une vie ne suffirait pas à épuiser. La guerre crée des ennemis, mais l'humanité transcende les catégories. L'uniforme, la nationalité, l'idéologie. Nous sommes tous, en fin de compte, des êtres humains cherchant à survivre dans un monde qui semble déterminé à nous détruire. Que ferions-nous dans ces décombres? Avec les voix des soldats tout près, la mort suspendue au-dessus de nos têtes comme une épée, choisirions-nous le salut au prix de la vie d'un autre? Ou choisirions-nous le silence, sachant que cela pourrait nous condamner? Ce sont des questions que nous espérons ne jamais avoir à affronter. Mais l'histoire nous rappelle encore et encore que ces moments arrivent, que le choix se présente, et que ce que nous décidons dans ces instants définit qui nous sommes vraiment. Un jour en enfer, mais aussi un jour de grâce. Parce que dans les pires ténèbres de l'humanité, Marie et Laurent ont trouvé une lumière, pas éclatante, pas triomphante, mais suffisante pour se rappeler que la bonté existe, que le sacrifice est possible, que l'humanité, aussi fragile soit-elle, persiste. Le village de Saint-Aubin-sur-Mer a été reconstruit. Les maisons se dressent à nouveau. Les enfants jouent dans les rues. Le clocher de l'église sonne les heures, imperturbable, comme si juin 1944 n'avait jamais existé. Mais les pierres se souviennent. Les cicatrices demeurent, visibles pour ceux qui savent tout regarder. Et quelque part, dans les archives d'une famille parisienne et dans les souvenirs d'un village normand, l'histoire d'un officier de marine et d'une villageoise continue de vivre, non pas comme une histoire de guerre, mais comme une histoire d'humanité. Quelque part, du pain lève encore dans des bols de céramique, des mains pétrissent la pâte avec les gestes transmis de mère en fille, et la vie têtue et obstinée continue, parce que c'est ce que nous faisons. Nous survivons, nous nous souvenons, et nous choisissons chaque jour d'être humains, même en enfer, surtout en enfer.